On se trompe constamment. Quand on est épuisé depuis des mois, voire des semaines, on peut être tenté de chercher les meilleurs aliments naturels pour nous donner un coup de boost. On peut être tenté de bien équilibrer ses assiettes pour avoir tous les macros et micronutriments. Et on peut même être tenté de jeûner pour mettre au repos son système digestif. Stop. On fait tous des dizaines d'erreurs alimentaires chaque jour et pas besoin de se gaver d'abats, de consommer de la spiruline ou de manger ses petits œufs le matin pour sortir définitivement de la fatigue chronique. Il suffit justement de mettre le doigt sur ces petites erreurs que l'on fait constamment, même en pensant avoir une alimentation saine, pour en sortir progressivement de cette fameuse fatigue chronique. Et ça tombe bien, c'est justement ce que je vais faire avec toi dans cette vidéo. Salut, c'est Mathieu Copiglia, ton formateur en rééquilibrage alimentaire et tu sais, sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, de micronutrition pour que je puisse t'aider à sortir de la fatigue chronique et du stress en justement travaillant sur ton alimentation. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, évidemment, je te conseille de t'abonner à cette chaîne YouTube juste en bas et à mettre un pouce bleu pour soutenir mon travail. Contrairement à d'habitude, on va directement rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui et je vais te partager directement ces 6 erreurs alimentaires. Juste avant, je tiens à te rappeler 2 choses. La première chose, c'est que je t'offre un e-book de petit déjeuner. Tu as 10 recettes offertes, 5 recettes de petit-déj salé, 5 recettes de petit-déj offerts. C'est totalement gratuit. Cet e-book, tu peux le télécharger dès maintenant, juste en bas dans la description de cette vidéo. Et la deuxième annonce, bien plus importante, c'est que pendant 72 heures seulement, voire moins en fonction de quand tu regardes cette vidéo, tu as un bon exceptionnel de moins 50% de réduction sur mon programme Sortir de l'épuisement, ton plan d'attaque pour sortir de l'épuisement. Donc c'est un plan alimentaire tout simplement qui va te permettre de combattre l'inflammation, de revitaliser et reminéraliser ton organisme, de bien équilibrer tes assiettes, d'aller progressivement vers une alimentation à IG bas, sans gluten, sans pour autant tout supprimer et devenir maigre comme un clou et sans énergie. Donc je t'aide tout simplement, c'est ton plan d'action alimentaire pour sortir du pré-burnout, du burnout et de l'épuisement chronique. Et en bonus dans cette formation, je te partage des techniques de naturopathie dont on parle très peu, ancestrales, qui vont venir aussi revitaliser tes glandes surrénales, reminéraliser ton corps, combattre le stress pour que tu gagnes davantage d'énergie au quotidien. Je peux t'assurer qu'en prenant cette formation, déjà à la fin de la semaine, tu auras gagné 50-60% de ton énergie et qu'au bout de 10-15 jours, tu reviendras directement à tes 100% d'énergie vitale. Tu as moins 50%, c'est très court, c'est une promotion flash. Si tu souhaites y bénéficier, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas dans la description qui te donne directement le droit à ces 50% des réductions. La première erreur alimentaire qui fait que tu es constamment fatigué, et notamment dès le matin, c'est le café à jeun. Alors je sais qu'on en parle souvent, on te dit souvent qu'il ne faut pas consommer du café à jeun, mais on te dit jamais pour quelle raison en fait. On te dit voilà, juste que c'est pas bien, qu'il ne faut pas le faire et qu'il faut attendre, mais on ne t'explique pas vraiment la raison. Ici, je vais t'en donner 2. Déjà, la première raison, c'est que le matin, tu produis un pic de cortisol environ vers 8 heures. En tout cas, c'est à 8 heures que ce pic de cortisol est au maximum, cette fameuse hormone, non pas du stress comme on a souvent tendance à le dire, mais je préfère dire hormone de l'éveil, que son but c'est tout simplement de te donner cette pulsion, ce petit stress le matin qui va permettre justement à tes organes de s'activer, à ton cerveau de s'activer, à tes muscles de s'activer. Donc je préfère parler d'hormones de l'éveil. Le problème c'est que justement si déjà normalement ton corps produit ce pic naturellement, si toi en plus tu viens ajouter un café à jeun, ça va tout simplement augmenter encore plus ce pic de cortisol. Donc sur le coup tu vas te sentir, tu vas pas forcément le sentir, tu vas te sentir bien, etc. Mais au bout d'une heure, une heure et demie, quand ton corps va éliminer la caféine progressivement du sang, tu vas ressentir encore plus ce coup de fatigue. À savoir aussi que sur un estomac vide, le café, la caféine va rentrer dans ton sang au bout de entre 3 et 5 minutes, ce qui est relativement rapide. Alors que sur un estomac plein, c'est entre 20 et 30 minutes, ce qui est déjà assez court, mais relativement plus long que sur un estomac vide. Le second problème, il est un peu plus technique, c'est que ça va agir sur l'équilibre de l'estomac, sur le pH, le potentiel d'hydrogène de l'estomac. Puisque le café a pour but d'augmenter l'acide chlorhydrique, donc au niveau de l'estomac, l'acide chlorhydrique dont le but est de prédécouper les aliments, les prédigérer, grâce à justement cette acidité de l'acide chlorhydrique. Et finalement, en apportant du café qui est déjà très acide sur un estomac vide, on va augmenter encore plus l'acidité dans un environnement qui est déjà très acide. Tu vas donc perturber la digestion et l'assimilation des nutriments que tu vas consommer au petit-déj et après dans la journée, ce qui va donc perturber ta digestion et indéniablement avoir un impact sur ton niveau d'énergie et sur ta fatigue. Autre chose à savoir, et ça sera la dernière pour ce point, c'est que le café augmente le péristatisme intestinal, la contraction des muscles intestinaux qui font que tu évacues en fait les matières fécales
fécales qui font que tu vas aux toilettes, et en augmentant déjà le matin à jeun le péristatisme intestinal. Donc en termes d'assimilation des nutriments, ça pose un immense problème. Tu vas avoir des pertes minérales, des pertes importantes dès le matin, ce qui va indéniablement aussi impacter ton niveau de vitalité. Sans compter aussi l'aggravation de l'inflammation intestinale, parce que si tu viens directement stimuler les intestins dès le matin et que déjà tu as une suspicion ou une inflammation avérée des intestins, c'est certain que tu vas augmenter cette inflammation. Pour terminer, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque point, je te dirais quand même qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ces erreurs alimentaires. Pour le café, c'est très simple. Si tu n'es pas sensible particulièrement au café, que dès lors que tu bois 1 ou 2 cafés dans la journée, tu ne ressens pas plus de stress ou d'anxiété que d'habitude, tu peux conserver le café. Personnellement, moi j'aime bien, j'en consomme 1 par jour en général. Je suis assez friand du café, de par mes origines italiennes. J'adore ça, j'ai toujours été baigné par cette odeur étant petit, et ce goût dès mon adolescence. Donc j'aime beaucoup ça, tu n'es pas obligé d'arrêter. Ce que tu peux faire, c'est soit consommer ton café durant ton petit déjeuner sur un estomac plein, que tu aies moins ces problèmes-là, ou tu peux le consommer. L'idée, c'est d'attendre au moins 1h30 après ton réveil. Donc en général, 1h30, on est au travail. Donc ce que je te conseille de faire, c'est, si tu ne le prends pas le matin durant ton petit déj, tu peux prendre un café durant ta collation du matin, donc vers 10h, avec un snack, pour encore une fois consommer ton café avec autre chose, et tu n'auras plus du tout ces perturbations du cortisol à 10h du matin. Deuxième erreur, et je sais que ça va pas plaire à tout le monde, ça risque d'énerver certaines personnes, parce qu'on en fait la chasse et parce que c'est les premiers régimes finalement assez extrêmes qui sont arrivés dans les années 80-90, c'est les régimes sans gluten. Et effectivement, l'erreur alimentaire à ne pas faire pour garder son énergie vitale, c'est de consommer trop de gluten. Alors on va voir dans cette vidéo et dans cette partie notamment que je ne conseille pas l'éviction totale du gluten, et je vais t'expliquer pourquoi, et je te mettrai des références scientifiques pour appuyer mes propos. Mais l'idée ici, c'est de comprendre que déjà, il y a très peu de personnes qui sont complètement intolérantes au gluten, c'est-à-dire qui ne peuvent pas du tout en consommer sous peine d'avoir des réactions, de s'empoisonner tout simplement, ce qu'on appelle la maladie cœliaque. La maladie cœliaque représente uniquement 1% de la population française et de la population mondiale, mais ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que nous réagissons tous de la même manière au gluten. Alors à différentes échelles, chez des personnes, la réaction inflammatoire va être plus importante que d'autres, mais dans tous les cas, biologiquement, nous réagissons tous de la même manière dès lors que nous consommons des produits à base de blé moderne, que ça soit de la pâte à pizza, que ça soit des biscuits, que ça soit des pâtes blanches, que ça soit du pain blanc, nous réagissons tous pareil. Le gluten contient 2 types de protéines, la prolamine et la gliadine, et c'est la gliadine qui entraîne la production d'une autre protéine, encore une fois, qu'on appelle la zonuline. C'est cette zonuline qui a pour rôle en fait d'augmenter la perméabilité intestinale en desserrant les jonctions serrées de l'intestin, et dès lors tout passe finalement dans la circulation sanguine. Ça, c'est avéré que le gluten a un rôle à jouer dans la perméabilité intestinale à cause de la production de cette protéine inflammatoire au niveau intestinal, la zonuline. Et c'est justement cette perméabilité intestinale, et ça je l'ai souvent dans mes appels découvertes et mes coachings. D'ailleurs, si tu es intéressé par un appel découverte pour que je puisse répondre à tes questions et t'éviter ces erreurs alimentaires, tu as le lien juste en bas pour réserver un appel découverte grâce à mon calendrier. Et si beaucoup de personnes justement dans ces appels me disent « mais moi je prends des compléments alimentaires, ça me fait rien », c'est justement parce que souvent il y a une perméabilité intestinale et qu'on se gave de pilules, de compléments alimentaires, mais qui ne font pas effet parce qu'en fait l'intestin n'est pas capable d'assimiler tous ces compléments alimentaires. Et donc le gluten est en cause dans ce problème d'assimilation des compléments alimentaires. Enfin, le gluten n'est pas le seul problème. Le seul problème, c'est le blé moderne qui contient également d'autres soucis. Déjà, qui contient des fructanes, les fameux FODMAP, qui vont agir sur la flore intestinale et perturber la digestion. Il contient également des inhibiteurs d'enzymes, comme les amylases et les trypsines, des antinutriments également, des lectines, et tous ces éléments-là vont perturber la digestion et l'assimilation des nutriments. Et de manière générale, le gluten, au-delà de l'inflammation, de la perméabilité intestinale, ça demande beaucoup d'énergie à la digestion parce qu'on est passé en moins d'un siècle d'un blé qui contenait 14 paires de chromosomes à 42 paires de chromosomes, et ça ne fait qu'augmenter avec le temps parce qu'on modifie génétiquement le gluten pour qu'il soit plus élastique, pour qu'il soit, surtout plus élastique au final, pour les préparations alimentaires. Et ce qui fait que notre corps doit finalement digérer une céréale avec des enzymes qu'il n'a pas. Il n'a pas eu le temps de s'adapter en moins d'un siècle, et donc il fait avec ce qu'il a. Il utilise des enzymes, il bricole un petit peu, il essaye de faire ce qu'il peut, et ça demande énormément d'efforts au niveau digestif, et donc tu perds beaucoup d'énergie à digérer tes pâtes, à digérer tes biscuits, à digérer ton pain blanc, alors que tu pourrais garder cette énergie pour digérer autre chose, du quinoa, du riz, de la patate douce, etc. Pour terminer, toutefois, il est quand même très risqué d'arrêter totalement le gluten, et je t'en parlais parce que des études, et je te mettrai également le lien d'une étude sur des personnes cœliaques qui ont arrêté le gluten sur des années, qui n'ont plus consommé de gluten puisqu'ils ne peuvent pas. Et c'est chez ces personnes-là justement, et il y a plein d'études qui démontrent aussi sur même des personnes non cœliaques, qu'il déjà il y a un appauvrissement de la flore intestinale en arrêtant totalement le gluten, avec un abaissement des bonnes bactéries pour la flore intestinale et une augmentation en plus de ça des mauvaises bactéries. Donc ça déséquilibre totalement la flore intestinale, et cette étude que je
te mets en lien démontre également que les personnes qui ont la maladie cœliaque ont également une baisse de l'immunité en arrêtant le gluten. Donc tu vois qu'il faut quand même de temps en temps garder du gluten, mais de bonne qualité. Ça peut être dans les flocons d'avoine, ça peut être dans le petit épeautre, ça peut être dans des pains à base d'orge ou de seigle par exemple, avec du bon levain. C'est ces sources de gluten-là qu'il faut privilégier pour éviter justement le gluten qui va avoir toutes les conséquences que je viens d'évoquer juste ici. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois varier un maximum tes sources de farine déjà pour tes préparations, donc aller plus sur des farines de riz, de millet, de sarrasin, de coco, ce genre de choses. Et pour les céréales, essayer de varier un maximum, riz basmati, patates douces, courges, flocons d'avoine, quinoa, millet, sarrasin, pour essayer un maximum justement, pour avoir des alternatives qui vont te permettre de réduire le gluten sans pour autant l'arrêter. Justement, pour apprendre à composer des plats sans gluten qui vont être digestes et rapides à préparer également et varier un maximum tes sources de céréales sans gluten, tout ça, je t'apprends à le faire dans mon programme Sortir de l'épuisement, mon plan d'attaque alimentaire pour sortir de l'épuisement, qui est à moins 50% pendant 72 heures seulement. C'est la seule promo, la dernière promo de l'année sur ce programme qui est vraiment une pépite. C'est un programme qui est tiré d'une conférence que j'avais donnée lors d'un congrès autour du burn-out avec des spécialistes, des médecins, etc. Et donc j'ai repris les meilleurs passages de ce congrès, de mes interventions pour en créer ce programme-là. Et donc, tu as vraiment ton plan d'action directement pour savoir quoi manger, quand le manger, etc. pour sortir de la fatigue chronique. Donc, tu as moins 50% sur ce programme. Je te laisse prendre ton coupon juste en bas. Je ne sais pas encore si je limiterai ou pas le nombre de coupons à voir, mais en tout cas, si tu arrives à cliquer et à avoir la moins 50%, c'est qu'il reste des coupons. Donc, je te laisse voir ça directement dans la description de cette vidéo. Troisième erreur importante, et ça c'est un des premiers concepts et une première théorie que j'ai mise en pratique directement lorsque j'ai rééquilibré mon alimentation après mon burn-out, c'est d'éviter tout simplement l'excès de produits laitiers. Pendant un moment, j'ai complètement arrêté les produits laitiers. Aujourd'hui, je consomme encore un peu de produits laitiers, plutôt des yaourts de chèvre et de brebis, mais j'ai réellement réduit tout ça et je vais t'expliquer pourquoi ici et quel est l'impact sur ton niveau d'énergie. Alors déjà, je vais pas utiliser l'argument qu'on utilise souvent et dire que justement les produits laitiers, le lait, ce n'est pas fait pour les humains. Enfin voilà, le discours, on va dire l'argument de la plupart de certains véganes et de certaines personnes anti-produits laitiers qui vont te dire que c'est un produit qui n'est pas fait pour l'homme tout simplement. Moi, je vais pas aller jusque-là et je pense que c'est un argument qui est vraiment subjectif. Pour moi, le seul intérêt de conserver les produits laitiers dans son alimentation, c'est déjà l'apport de probiotiques qu'ils contiennent. Ils vont apporter des lactobacillus, des acides lactiques, des bifidus qui vont donc enrichir la flore intestinale et surtout la teneur en protéines qui permet, lorsqu'on est végé ou flexitarien, c'est ce que je prône sur ma chaîne, le flexitarisme, lorsqu'on souhaite varier ses sources de produits animaux et de protéines animales, le fromage, les produits laitiers et le fromage permettent d'avoir un apport en protéines et en tyrosine intéressant. Donc ça va être le cas des yaourts de petits animaux, comme les yaourts de chèvre ou de brebis, qui vont être moins riches en caséine, en lactose et en hormones de croissance, et aussi des fromages à pâte dure, qui vont être moins riches en lactose et en caséine, donc plus digestes pour la majorité des personnes. Et maintenant, j'aimerais appuyer sur quelque chose dont on parle très peu, et dont on parle quasiment jamais lorsqu'on parle des produits laitiers, c'est le calcium. Alors il est évident, on dit souvent que le calcium des produits laitiers est bien assimilé, contrairement au calcium végétaux. Il faut savoir que le calcium des produits laitiers est assimilé à hauteur de 30%, contrairement à 80% pour le calcium des végétaux. Et en fait, on ne te dit jamais pourquoi. Pourquoi? C'est tout simple, c'est qu'en fait, les produits laitiers apportent beaucoup de calcium, mais ils apportent également beaucoup de phosphore. Et en fait, ce phosphore va précipiter l'assimilation du calcium dans l'insoluble et dans la précipitation du calcium dans les cellules, ce qui justement va rendre le calcium insoluble et non absorbable, parce qu'en fait, le processus va être trop rapide, le corps n'aura pas le temps de produire les enzymes pour que ce calcium soit assimilé, et c'est en fait cet excès de phosphore contenu dans les produits laitiers qui empêche l'assimilation du calcium. En réalité, dans les produits laitiers, il y a autant de phosphore que de calcium, alors que pour qu'il y ait une bonne assimilation du calcium dans le corps, il faut qu'il y ait 2 fois plus de calcium que de phosphore. Et le calcium, il est très important pour la fatigue parce qu'il est important pour avoir un système nerveux serein, il est important pour une bonne transmission de l'influx nerveux, de l'influx électrique entre les nerfs, il est important pour réguler l'inflammation, pour éviter la perte de magnésium, donc tout ça est très important pour conserver son énergie vitale au quotidien. Il y a un autre problème avec les produits laitiers, ça agit sur ton niveau de vitalité. Alors je vais pas parler du lactose parce qu'on en parle beaucoup et la plupart des gens digèrent mal le lactose, donc il n'y a pas grand chose à dire sur ça. Autant aller vers des produits laitiers qui contiennent peu de lactose ou des produits laitiers sans lactose. Mais je vais vraiment parler de la caséine parce qu'en fait la caséine c'est un problème. 90% des produits laitiers qu'on retrouve aujourd'hui contiennent de la caséine de type A1, donc les fameuses vaches d'Europe du Nord qui ont été croisées et qu'on appelle qui sont des races de vaches Holstein. Et cette type de caséine A1, elle libère un fragment protéique appelé bêta-casomorphine 7 et c'est ce fragment protéique qui fait que qui se rapproche de la morphine, qui fait qu'en fait on devient addict aux produits laitiers, qu'on a toujours envie de consommer du fromage, des produits laitiers
laitiers, etc. Et surtout, ce fragment protéique est extrêmement oxydant pour l'organisme, donc il va l'acidifier, le déminéraliser, et donc c'est un gros problème de la plupart des produits laitiers qui contiennent ce type de caséine A1. Il faudrait au contraire aller vers un type de caséine A2, mais que l'on retrouve dans des races de vaches qu'on retrouve peu en Europe et qu'on retrouve peu de manière générale. Un autre problème, encore une fois, et je ne vais pas trop m'éterniser sur les produits laitiers, mais c'est les hormones de croissance qu'on retrouve dans les produits laitiers à base de vaches, à base de lait de vache, comme les hormones de croissance BGH et IGF-1, qui sont les principales hormones de croissance que l'on retrouve dans les produits laitiers. Et ces hormones de croissance favorisent le développement de cellules cancéreuses parce que les cellules se développent trop rapidement pour le corps. C'est le principe des hormones de croissance, parce elles ont pour but de faire passer d'un veau à une vache, et c'est donc pas adapté pour notre corps, où nous on fait 70, 80, 90 kg et une vache fait une demi-tonne. Et sans oublier aussi qu'au-delà de la caséine qui est pro-oxydante, on a aussi le côté inflammatoire de la plupart des produits laitiers, puisque les vaches, et ça on le dit, on le sait, je l'ai répété aussi dans mes vidéos, consomment du grain aujourd'hui et non du pâturage et de l'herbe, et donc ce qui fait qu'on a plus d'oméga 6 que d'oméga 3 dans les produits laitiers, mais aussi dans la viande que l'on consomme. Donc tous ces facteurs-là, hormones de croissance, caséine, phosphore et calcium qui sont mal équilibrés, hormones de croissance, présence accrue d'oméga 6, tout ça fait qu'en fait il faut réduire les produits laitiers. Et qu'est-ce que tu dois faire au final? Aller plus vers des produits laitiers à base des fromages de chèvre ou de brebis, ou des yaourts fromage blanc à base de chèvre et de brebis, de lait de chèvre et de brebis, ou sinon aller vers des fromages de lait de vache, mais des fromages à pâte dure, comme le parmesan, le gouda, l'emmental, le gruyère. Voilà, des fromages qui auront peu de caséine, peu de lactose, et qui seront déjà prédigérés de par la fermentation. Une autre erreur trop présente, et surtout dans le milieu naturo, si tu suis beaucoup de naturopathes, tu peux tomber finalement dans cette erreur-là, c'est de consommer trop peu de protéines hautement biodisponibles. En fait, il y a tout un bashing qui est fait, on va taper sur les protéines depuis des années, parce qu'on dit que les protéines, notamment les protéines animales évidemment, sont acidifiantes, qu'elles vont perturber la digestion, puisqu'elles sont lourdes à digérer, qu'elles vont fermenter et créer de la putréfaction, et donc tous les problèmes de déséquilibre au niveau intestinal que cela peut engendrer. Et le pire, c'est que je vois trop ce cas-là dans mes entretiens individuels ou dans mes appels découvertes de personnes qui consomment trop peu de protéines, voire encore pire, qui ne consomment pas des protéines à chaque repas, alors que les protéines et les glucides, c'est tout simplement l'élément central finalement de tes repas. C'est tes sources d'énergie, ça a un impact sur tout un profil de réaction enzymatique et chimique dans ton corps, et donc c'est extrêmement important. D'ailleurs, si tu as besoin d'avoir des réponses et d'être guidé sur ton alimentation, parce que tu vois qu'il y a quand même des erreurs que tu fais depuis que j'ai commencé cette vidéo, et tu peux réserver un appel découverte de 30 minutes offert. Je te mets le calendrier juste en bas dans la description. J'ouvre une dizaine de places par mois, donc ça permet tout simplement d'être proche de mon audience, plutôt que de vous parler en commentaire, moi je vous ai au téléphone, et ça permet aussi pour toi de pouvoir me poser tes questions rapidement, et comme ça je peux t'aider à y voir plus clair. C'est simple, si tu as souvent faim entre les repas, que tu te réveilles épuisé le matin, que tu as du mal à te concentrer, que tu as constamment froid, que tu as du mal à prendre du poids également, que ta thyroïde est faible, que tu as souvent des variations de l'humeur, que tu as une perturbation du cycle hormonal, notamment pour les femmes, que tu chopes tous les virus possibles qui passent notamment en hiver, c'est probablement que tu ne consommes pas suffisamment de protéines. Alors l'OMS recommande 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Moi je dis qu'il faut au minimum, et notamment puisque je m'adresse aussi sur cette chaîne à des personnes qui sont en épuisement chronique, au minimum 1,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Et lorsqu'on fait du sport, 2 à 3 séances par semaine, et qu'on a une vie active, je recommande donc d'aller entre 1,5 et 2 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc c'est ce que font les sportifs en majorité, pour que justement tu puisses avoir plus d'énergie et éviter toutes les contrariétés que je viens de t'évoquer juste avant. Les protéines sont indispensables pour ton immunité, mais ce n'est pas tout. Elles sont aussi une source d'énergie métabolique assez importante, puisqu'elles participent à la thermorégulation du corps, elles participent à la détox du foie, elles participent au transport du fer dans l'organisme en partie, elles participent à la construction musculaire, et les muscles sont notre principal stock d'énergie, ils stockent le glucose dans l'organisme, elles participent à la production de globules blancs, donc l'immunité, et encore plein d'autres réactions chimiques dans le corps. Donc les protéines sont indispensables, c'est le macronutriment le plus important de ton organisme, tout simplement. Et en plus, l'effet thermique des protéines, tu sais qu'on parle d'effet thermique des aliments, et notamment des macronutriments, c'est le plus élevé de tous les aliments. L'effet thermique des protéines sont de 20 à 30%, c'est-à-dire que lorsque tu consommes des protéines, tu dépenses 30% des calories des protéines. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque tu consommes des protéines, tu dépenses plus d'énergie pour les digérer, mais tu brûles aussi plus de calories au repos. Ça augmente finalement la machine, en fait, ça augmente la thermogénèse, et tu vas donc habituer ton corps à brûler plus de calories au repos. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs règles à savoir si tu consommes trop peu de
protéines. Déjà, si tu consommes exclusivement ou essentiellement des protéines végétales, je te conseille d'augmenter de 20% ton apport protéique, puisque les protéines végétales sont moins bien assimilées que les protéines animales. Et ça, on pourra me dire tout ce qu'on veut, les études scientifiques le démontrent, à part pour le soja. Voilà, mais pour toutes les autres protéines, c'est moins assimilé, donc il faut augmenter les quantités, et ça, de toute façon, c'est quelque chose qui est incontestable. La seconde chose, c'est que tu dois privilégier ta prise de protéines au petit déjeuner et au déjeuner, parce que c'est à ces moments-là de la journée où tu produis le plus de protéase, cette enzyme qui te permet de digérer les protéines. Dirige-toi vers les sources de protéines qui ont un score de ce qu'on appelle le Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. C'est le PDCAAS. C'est un outil qui mesure la digestibilité et l'assimilation des protéines, qui prend en compte plusieurs outils. Et donc, les protéines les mieux assimilées finalement grâce à tous ces paramètres-là, grâce à ce PDCAAS, ce sont les poissons, les viandes, le soja et les œufs. Et le riz aussi. Le riz, le pois, le soja, le poisson et les œufs. C'est les protéines que tu dois privilégier. Tu as du végétal, tu as du animal, comme ça te permet d'y voir un peu plus clair. Et tu peux facilement augmenter ton apport protéique sans pour autant te gaver de produits animaux, en consommant une petite poignée d'oléagineux par jour en collation, en consommant des légumineuses le soir lors de tes repas, donc lentilles, pois cassés, haricots rouges, etc. Ou en consommant un petit morceau de fromage en collation le matin vers 10h, 10h30. Et tous ces petits gestes te permettent d'augmenter progressivement ton apport protéique. Réduire drastiquement les glucides, c'est également une erreur, et je pense que c'est l'erreur que la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo font actuellement, parce qu'on est pris en fait par toutes ces diètes ancestrales, keto, toutes ces diètes qui nous primal diet, voilà, toutes ces diètes qui finalement diabolisent les glucides, tous les glucides, même les glucides complexes sans gluten, voilà, qui peuvent t'apporter des bénéfices et surtout de l'énergie rapidement à ton corps. Et il y a aussi les régimes low carb qui te disent de réduire les glucides, parce que les glucides auraient un impact sur ta fatigue à cause de leur indice glycémique, à cause de leur complexité digestive et aussi à cause de leur faible indice de satiété, ce qui fait que tu aurais toujours envie d'en consommer derrière. Alors il y a du vrai et du faux, mais il faut aussi savoir ce que peuvent nous apporter les glucides. Déjà, les glucides, c'est la source d'énergie la plus intéressante pour ton corps, c'est ce qu'il va pouvoir utiliser directement, que tu sois en grosse période de panique, de stress, dans un effort sportif intensif, que tu sois, peu importe, que même pour les tâches du quotidien, que ton corps puisse tourner de manière optimale, tes organes, etc. Il permet aussi la production d'énergie cellulaire, l'ATP. Les glucides soutiennent le système nerveux, ils fournissent également de l'énergie aux muscles. Ils combattent également la perte de poids rapide chez les personnes qui sont nerveuses et maigres, et c'est pour ça que si tu es comme moi très longiligne et maigre, tu as tout intérêt à ne pas réduire trop les glucides. Donc tout simplement, réduire les glucides lorsqu'on est en période de fatigue chronique, c'est prendre le risque de développer des troubles du sommeil, de perdre du poids rapidement et donc de l'énergie musculaire, d'augmenter sa nervosité, et ça on en parle très peu aussi, et aussi de devoir élever son apport en graisse, parce qu'il faudra bien trouver son énergie quelque part, et donc de perturber sa digestion, parce que les graisses sont beaucoup plus complexes et lourdes à digérer, surtout si ton foie est déjà affaibli. Compter sur la néoglucogénèse, c'est-à-dire la conversion des graisses et des protéines en énergie, contrairement aux glucides, c'est prendre un risque, parce qu'en fait c'est le foie qui est à l'origine de faire ce travail-là, et déjà si ton foie est affaibli, déjà ça va mal se faire, et surtout le faire sur le long terme, même sur un foie sain, ça va te fatiguer constamment. Donc il faut quand même apporter un peu de glucides via des céréales comme du riz, du quinoa, des amidons, des patates, de la patate douce de temps en temps, pour justement ne pas rentrer dans cette néoglucogénèse qui va te fatiguer si tu es déjà en fatigue chronique. Et pour terminer, sans oublier que réduire ces glucides, c'est aussi appauvrir son microbiote, puisque la source principale de prébiotiques est apportée via les fruits, via les légumineuses, via les céréales, notamment les céréales semi-complètes et complètes, et aussi via les légumes racines. Donc si tu réduis tout ça, voire tu enlèves tout ça, tu appauvris considérablement ton microbiote, et forcément que tu vas derrière être complètement épuisé. Il ne faut pas oublier que rien que ton cerveau a besoin de 125 grammes de sucre par jour pour fonctionner correctement, et si tu as un métier intellectuel, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, on travaille derrière un ordinateur dans un bureau, tu as besoin d'encore plus que ça. Donc en réduisant les glucides, souvent il y a des personnes qui ne sont même pas à 125 grammes de glucides lorsqu'on est sur du low carb de manière assez importante, et donc leur cerveau n'a déjà plus l'énergie pour fonctionner, et leur corps, on n'en parle même plus. Donc au final, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut adopter une alimentation à indice glycémique bas, tout en sans réduire les glucides, mais plutôt aller vers des sources de glucides à indice glycémique bas, et garder à chaque repas 100-150 grammes de glucides, voire 200 grammes en fonction de tes besoins à chaque repas, pour que tu puisses apporter de l'énergie à ton corps et éviter de le fatiguer. Il faut aussi que tu puisses, lorsque tu consommes des sucres rapides, que tu ailles vers des sucres rapides naturels plutôt que des sucres rapides industriels. Donc ça va être du miel, des fruits ou du chocolat noir, et tout le reste on y vire. Et puis varier un maximum
maximum, comme je te le disais, tes sources d'indices glycémiques bas. Donc si ça, tu souhaites le mettre en place, varier, avoir une alimentation à indice glycémique bas, de préférence sans gluten aussi. Tout ça, je t'apprends à le faire dans mon programme Sortir de l'épuisement, mon plan d'attaque alimentaire pour te sauver de l'épuisement chronique. Je te partage plein de recettes déjà, comment équilibrer tes assiettes, faire des recettes avec des sources de glucides à indice glycémique bas. Donc le coupon de moins 50% de réduction est disponible que pendant 3 jours. Donc si tu souhaites encore en bénéficier, je te laisse aller voir ça juste en bas dans la description. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. La dernière erreur, c'est boire du jus de citron le matin. Si je l'ai gardé à la fin, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ça. Et effectivement, c'est un peu le premier geste santé qu'on fait lorsqu'on s'intéresse à notre santé, qu'on souhaite justement détoxifier son organisme, hydrater sainement son corps. Lorsqu'on souhaite avoir plus d'énergie dès le matin, on boit du jus de citron. Pourtant, le fameux jus de citron n'est toléré que par une infime partie de la population qui est capable justement de digérer ce fameux jus de citron. Il faut avoir une forte réserve minérale, il faut avoir beaucoup de potassium et de calcium pour venir justement combattre l'acidité, les acides de fruits contenus dans le citron, et c'est le cas finalement des personnes qu'on appelle des personnes sanguinopléthoriques, donc plutôt avec une forte réserve minérale, assez forte, avec le teint rouge, qui ont de l'énergie de manière assez constante, à contrario des personnes, un peu comme moi et comme beaucoup de personnes finalement aujourd'hui, qui sont plutôt minces, qui sont plutôt anxieuses, qui sont plutôt frileuses, toutes ces personnes-là qui pour elles, il faudra vraiment éviter le jus de citron. Et le problème du jus de citron, c'est pas tant l'acidité du citron, parce que même si sur l'indice PRAL, le jus de citron est autour de 2,7, c'est pas tant l'acidité du citron, parce que lorsqu'on l'ingère, le jus de citron est converti en acide citrique, et l'acide citrique est plutôt neutre pour l'organisme lorsqu'il est ingéré, parce qu'il y a tout un mécanisme, le cycle de Krebs qui se met en route, et donc ce qui fait que finalement ça reste neutre dans l'organisme. Mais le principal problème en fait du jus de citron, et comme tous les fruits aqueux de manière générale, que ce soit les oranges, que ce soit les pommes, que ce soit tous ces fruits aqueux là, c'est les acides de fruits. Donc au final, une personne qui est déjà maigre, frileuse, avec une faible densité minérale, plutôt introvertie, etc., aura tout intérêt de réduire le jus de citron, parce que ces acides de fruits, tout simplement, ça va activer son système tampon, elle va se vider de ses minéraux, surtout si elle prend ça de manière chronique, comme une habitude chaque matin pendant des semaines, elle va se vider de ses minéraux et donc être complètement épuisée. Et vu que je ne vais pas détailler complètement le jus de citron parce que j'en ai fait une vidéo complète il y a quelques mois, je te mets un lien juste en haut où je t'explique réellement la différence de digestion du jus de citron en fonction des personnes, avec des références scientifiques, avec plein d'études qui démontrent tout ça, et aussi avec mes connaissances en naturopathie qui expliquent, mais voilà, les connaissances en naturopathie ça ne suffit pas, il faut aussi appuyer avec des références scientifiques pour que tu comprennes vraiment que le jus de citron, la digestion du jus de citron dépend vraiment des personnes et que c'est pas un geste santé universel. Donc qu'est-ce que tu peux faire le matin pour remplacer le jus de citron et pour pas être contraint de juste boire un verre d'eau le matin à jeun, c'est pas très fun. Ce que tu peux faire, c'est boire des boissons reminéralisantes et basifiantes. Donc tu as comme boisson de l'eau de coco par exemple, de l'eau de Quinton. Moi je me fais des cures d'eau de Quinton en ce moment, je fais une cure d'eau de Quinton, je fais ça 2 fois par an. Eau de Quinton, eau de coco, chicorée, des boissons également à base de champignons adaptogènes, on en parle beaucoup aujourd'hui, Lion's Mane, Reishi, Cordyceps, ça c'est des boissons qui sont des champignons très reminéralisants également. Et évidemment, et j'en parle énormément sur cette chaîne puisque je me fais des jus de légumes, que je promeux une marque exceptionnelle d'extracteur de jus qui est Urom, te faire des jus de légumes. Voilà, si tu cherches d'ailleurs un extracteur de jus, tu as moins 10% sur tous les extracteurs Urom avec mon code Terrain Bien-être 10 en majuscule tout attaché. Tu as aussi le lien dans la description. Si tu souhaites te procurer un extracteur de jus de qualité, garantie de 10 ans à extraction lente, donc pour conserver tous les micronutriments, très facile à nettoyer, très silencieux, enfin bref, la Rolls-Royce des extracteurs de jus. Donc voilà quelques alternatives pour éviter le jus de citron et éviter justement d'activer le système tampon de ton organisme. Avec mon expérience et les centaines de personnes que j'ai coachées en 5 ans sur Terrain Bien-être, je vois tout simplement que la cause principale de la fatigue, c'est pas un mauvais sommeil, c'est pas forcément le stress, mais c'est surtout une alimentation. Les gens pensent bien faire, les gens pensent mettre en place des choses qui vont aller dans le sens de leur vitalité, et au final, c'est toutes ces micro-erreurs, si je puis dire, ces petites erreurs dans ton alimentation. Là, j'en ai évoqué que 6, mais quand je fais un appel, rien qu'un appel découvert de 30 minutes, j'arrive à en identifier au moins une quinzaine si j'arrive vraiment à parler en détail avec la personne de son alimentation. Et c'est toutes ces petites micro-erreurs qui font que tu vas te déminéraliser, que tu vas acidifier ton organisme, que tu vas augmenter l'inflammation, et donc finalement que tu vas rester ancré dans la fatigue chronique pendant des mois, en essayant des compléments alimentaires, en essayant de changer de régime alimentaire, en essayant plein de choses, et finalement en finissant par te démotiver complètement. Si tu souhaites vraiment, en quelques heures, une formation qui dure à peine 3 heures, les meilleurs moments que j'ai pu récupérer d'une conférence que j'avais donnée justement lors d'un congrès autour du burn-out sur des personnes qui étaient totalement épuisées, j'ai récupéré les meilleurs moments
récemment, j'en ai fait une formation et je te partage un plan alimentaire avec des idées de recettes, comment varier tes plats, avec des idées de plantes, de repas reminéralisants. Il y a toute une liste de choses à faire qui vont te permettre, là, dès la fin de semaine, voire début de semaine prochaine, à sortir cette fatigue chronique, à reminéraliser en profondeur ton organisme sans pour autant changer toute ton alimentation. C'est juste agir finalement sur ces petites erreurs au quotidien qui font que tu es constamment dans la fatigue chronique. Donc je t'offre moins 50% sur ce programme qui s'appelle Sortir de l'épuisement, mon plan d'attaque pour te sauver rapidement de l'épuisement, mon plan d'attaque alimentaire pour te sauver rapidement de l'épuisement. C'est la dernière promo de l'année, tu as moins 50%, ça te fait le programme à 74 € à peu près. Donc c'est, je dis à peu près parce que c'est virgule quelque chose, j'ai pas le montant exact en tête, mais ça te fait le programme vraiment à un prix dérisoire, c'est le prix d'un restaurant entre amis lorsqu'on est plusieurs, et pour autant ça va t'aider sur les années à venir. Donc je te laisse aller voir ça dans la description de cette vidéo. Tu as aussi 30 jours pour tester la formation. Si tu n'es pas satisfait, je te rembourse le programme, comme tous les programmes. Donc tu ne prends aucun risque. Je te laisse aller voir ça juste en bas, activer ton coupon de réduction. Je te laisse aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. Je serai présent tout au long de l'été, juin, juillet, août, pour te proposer des contenus, pour t'aider à améliorer ton alimentation, à te sortir de la fatigue chronique, de l'inflammation chronique, à expérimenter ton plein potentiel de vitalité. Donc abonne-toi, active la cloche, et moi je te dis à la prochaine, et comme d'habitude, reste vert.